Donc, maintenant, on revient un peu à ce qu'on a parlé au début. La vraie question du départ, basée sur ma situation actuelle d'amis, est-ce que je dois commencer en privé ou je dois commencer en société? C'est ça la vraie question. Et le but, c'est de basculer en société et en privé en deux, faire les deux. Et je vais vous montrer comment on bascule de privé à société et comment on bascule de société à privé. Vous êtes prêts? Go. Donc, c'est très simple. Si vous êtes salarié, employé et indépendant à titre complémentaire, ben, ce que vous devez faire, c'est commencer à acheter des biens immobiliers en privé. La première chose que je vais te poser, est-ce que toi, tu es capable d'accumuler? Est-ce que tu arrives à accumuler ou tu n'arrives pas à accumuler? Donc, si tu n'arrives pas à accumuler, quand je dis accumuler, ça veut dire à la fin de l'année, il te faut, bon, allez, peut-être j'ai mis 50 000 ici, mais 30 000 minimum. 30 000. Si tu n'arrives pas à mettre 30 000 de côté à la fin de l'année, probablement, tu as une dorade, pas une baleine. OK? Donc, il faut que, si tu n'arrives pas à accumuler, voici ce que tu dois faire. Soit tu changes de travail pour un travail qui rapporte plus, soit tu cumules un deuxième travail. C'est ce que la plupart des gens qui atteignent l'indépendance financière font. Il n'y a rien de mal de tout ça. Soit il y a des fuites, tu dois réduire tes passifs et tes dépenses. Soit tu trouves quelqu'un riche, tu te maries avec lui, ou héritage, ne fais pas de bêtises. Soit tu crées un mastermind, ça veut dire avec ton épouse, avec ton ami, vous achetez à deux, comme ça vous avez deux accumulations, ça fait plus de 30, 40 000. Soit à côté, tu te mets en indépendant à titre complémentaire, où tu crées un side business en parallèle du salarié et tu cumules un peu d'argent de côté. Ou, comme je vous ai expliqué, vous utilisez l'argent des autres. Si tu as 20 000, ben, tu demandes 10, 15 000 à quelqu'un d'autre ou 30 000, et ben, comme ça, tu auras 50 000. Et ben là, tu es arrivé en mode tu accumules. Une fois que tu as cette accumulation, ben, tu vas investir en immobilier en privé. Tu checklistes des 12 points les risques de requalification que je viens de dire pour voir si tu as coché plus que 7, 8 points. Si tu as coché plus de 6, 7, si tu n'as pas coché 7, 6 points, tu recommences. Tu recommences. Tu recommences ici. Tu continues à investir ici. Il y a tellement d'avantages dans le privé qu'il ne faut pas les laisser tomber. Dès que tu commences à te rapprocher à des 12 points, à 7, 8 points, des critères des 12, et tu commences à t'endetter à 1 million, 2 millions en privé, tu es déjà indépendant financièrement avec ces montants-là. C'est le moment de commencer un peu à penser, ça veut dire que tu es un entrepreneur d'empire. Si tu arrives à là, tu es un entrepreneur d'empire. Tu es Achille. Et donc, tu dois basculer maintenant en société. Tu bascules en société, mais attention, quand tu bascules de privé en société, c'est ça l'erreur que la plupart des gens font. Ils vont acheter des biens en société, mais la société, ils la créent de nouveau. Elle n'a pas d'argent. Donc, ils prêtent l'argent ou ils mettent l'argent en capital ou ils apportent en compte courant ou ils prêtent à la société 50 000. Et la société va acheter un bien à but locatif. Donc, les 50 000 qui ont été prêtés à la société vont servir comme apport et la société va acheter un bien immobilier. Et là, tu es coincé. Tu ne peux pas récupérer tes 50 000. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas acheter un deuxième, tu reprêtes de l'argent 50 000 à ta société et tu achètes un deuxième dans la société. Faux, faux, faux. C'est la seule chose qu'il ne faut pas faire quand tu bascules de privé en société. Tu peux alimenter une fois de privé en société. Tu peux faire une opération achat-revente rapidement. Tu récupères l'argent que tu as prêté et tu laisses le bénéfice de l'achat-revente continuer à travailler par lui-même et faire. Donc, c'est pas bon d'alimenter la société toujours avec du liquide pour qu'elle achète. Il faut que tu crées une société déjà qui fonctionne par elle-même, qui tourne, qui a de l'accumulation, et c'est elle-même qui fait des baleines toute seule. Il ne faut pas que tu l'alimentes en privé. Tu as compris? Donc ça, c'est comme ça que tu fais du looping du privé en société. Maintenant, on va basculer du société. On va voir la société. Maintenant, pour les gens qui sont chefs d'entreprise, ben, je vous pose la question. Est-ce qu'à la fin de l'année, votre entreprise, elle génère plus que 50 000 de bénéfices annuels ou pas? Si c'est en dessous de 50 000, ça veut dire votre courbe n'est pas une baleine. Ça, c'est la baleine. C'est une boîte,
c'est une dorade. Elle est faible, votre accumulation. Ben là, il faut aller se former, faire du marketing, améliorer son tunnel de vente, créer des pubs, rajouter des canaux d'acquisition, travailler sur de la croissance interne, marketing et vente pour booster, augmenter le nombre de clients, fidéliser le client. En faisant ça, j'augmente mon chiffre d'affaires. Je réduis mes dépenses et mes passifs dans la société. Et je commence un peu à améliorer mes tunnels de vente ou j'utilise l'argent des autres. Dès que je commence à accumuler et déjà de l'accumulation plus de 50 000, jackpot. Et c'est là la deuxième question qui se pose. Si tu as plus de bénéfices 50 000, est-ce que ta société est considérée risquée ou non risquée? Si ta société est non risquée, par exemple, je vous ai montré un peu les chiffres, les baleines de mes sociétés qui s'appellent la société d'ingénierie, de consultance, ben là, c'est, je place des ingénieurs, des consultants. En fait, il n'y a pas vraiment de risque ici. C'est une entreprise de marketing, de conseil, de consultance, de RH, d'ingénierie, des trucs comme ça. Il y a pas vraiment, il n'y a aucune entreprise qui est risquée. Mais les banques, ils aiment catégoriser les entreprises en mode ça, c'est un peu plus risqué que ça. Si vous les gérez bien, il n'y a pas de risque. Donc, si votre entreprise n'est pas risquée, ben vous mélangez l'immobilier avec. Ça veut dire à l'avant, à la fin de chaque année fiscale, vous ne devez pas oublier de mettre dans, dans les statuts de votre entreprise que cette entreprise, en plus de faire du marketing, de vente, de commissionnement, de l'ingénierie, du RH, du conseil, elle fait également des investissements immobiliers. Et comme ça, tous les ans, elle génère du bénéfice et elle n'est pas risquée selon les yeux des banquiers. Et ben, tu vas investir avant l'ISOC pour faire la baleine. Et tu mélanges l'immobilier. À un moment donné, tu peux scinder les deux, sortir tout l'immobilier et travailler sur ton entreprise actuelle. Maintenant, quid si votre entreprise est risquée? Si votre entreprise est risquée, vous pouvez également faire des investissements immobiliers dedans. Sauf que, vu que c'est risqué, c'est catalogué risqué pour les banques, ils vont vous demander un peu plus d'apport, ils vont réduire les durées, et en plus, ils vont vous demander, en plus de l'apport et la durée, les taux d'intérêt ne seront pas favorables, parce que pour eux, c'est un peu risqué. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Donc, qu'est-ce que c'est déjà une société risquée pour les banques? En fait, je vous parle des banquiers. Les banquiers, ils considèrent les sociétés risquées comme tout ce qui est HORECA. O-H-O, c'est hôtel. R-E, restaurant. C-A, café. Tout ce qui est hôtel, restaurant, café, pour les banques, c'est considéré des sociétés risquées. Mais vous pouvez avoir un magnifique hôtel et bien géré et il n'est pas risqué. Mais pour la banque, il est risqué. Il y a d'autres entreprises, tout ce qui touche à la construction et la rénovation. Tout ce qui est construction, rénovation, bâtiment, c'est risqué pour les banques. Qu'est-ce que ça veut dire risqué? Ça veut dire c'est là où il y a le plus de cash qui circule. Il y a beaucoup de cash. Et les autres types d'entreprises risquées pour la banque, c'est tout ce qui est, on appelle ça tout ce qui est commerce, retail en anglais. Donc les commerces que vous voyez dans les rues, que vous rentrez, parfois les gens payent cash. Bah, ça, pour les banques, ils n'aiment pas quand ça paye cash. Il y a souvent des gens qui travaillent au black. Il y a toujours des ambiguïtés dans tout ça. Donc, ils cataloguent tout ça dans des entreprises risquées. Donc, quand c'est le cas, vous créez une société de management administrative et vous transférez la trésorerie, en fait, vous transférez les bénéfices à la management. Ça veut dire, vous démissionnez, vous étiez vous-même, vous avez cet hôtel, mais vous êtes l'administrateur. Vous démissionnez, vous n'êtes plus l'administrateur, vous créez une nouvelle société administratrice et vous la nommez comme administratrice de la société au risqué. Et en fait, vous arrêtez de prendre des salaires, vous, de l'hôtellerie. Vous prenez maintenant, la société prend des management fees ou des frais d'administration ou des tantièmes qui remontent dans la management et vous prenez des salaires de la management. Et en fait, vous remontez la baleine en vrai dans la management et avant la fin d'année, vous faites votre investissement avec la management. Et vous recommencez tous les ans. Maintenant, à quel moment, si vous êtes en société, c'est quel moment basculer de société en privé? Et ça, il n'y a pas comme en privé où tu restes
tu deviens coincé, il faut que tu passes là, sinon tu risques de requalifier. Ici, tu peux faire toute ta vie que des invests en société et rester ici. Mais ça serait dommage de passer à côté des investissements en privé parce qu'il y a tellement d'avantages. On vient de citer là-haut les avantages en privé. Donc, la société, c'est vraiment à tout moment. Quand toi, tu as envie, tu peux basculer en privé. Et maintenant, je vais te donner un peu des astuces pour sortir l'argent de ta société le moins taxé possible pour que tu puisses investir en privé. Au lieu de t'octroyer des méga salaires et te faire exploser, ben, je vais te montrer comment tu sors l'argent de ta société à toi en privé pour que tu ailles faire des investissements en privé. Ou tout simplement, je vais te montrer comment tu sors de l'argent si madame, elle te demande par exemple un beau sac Chanel ou un beau set de bijoux qui coûte 20 000 euros. Ben, ça serait dommage de prendre 40 000 euros de salaire pour que tu aies 20 000 euros pour lui offrir ça. Je vais te montrer comment sortir l'argent le moins taxé ou pas taxé du tout de ta société pour que tu puisses lui offrir ça, ou prendre l'argent de ta société peut-être pour investir en société, investir dans l'immobilier en privé, pardon. OK? Et vous voyez un peu, c'est ce que j'appelle un peu l'aérofiscalité, le looping. Et ça, vous ne verrez jamais ça dans un autre séminaire en Belgique. Et c'est pareil en France. OK? Et certes, il y a les SCI et tout, on utilise des holdings avec des SCI, mais en fait, si vous faites des achats reventes et tout ça, vous pouvez faire des achats immobiliers avec des SAS aussi. Et si vous faites des SCI, faites-les plutôt à l'impôt des sociétés, pas à l'impôt des revenus, c'est mieux. Donc, voici un peu en Belgique comment on fait du looping. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment basculer de société en privé. 11 ou 12 astuces pour sortir de l'argent de sa société et pour faire plaisir à madame ou pour que vous puissiez vous-même acheter en privé. La première méthode, c'est les salaires. Les salaires, rappelez-vous, c'est des revenus professionnels. Plus votre salaire est élevé, plus vous allez être taxé. Donc, si vous sortez de salaire, là, je parle. Alors, aujourd'hui, de jour d'aujourd'hui, moi, je sors presque 100 000 euros de salaire. Mais par contre, quand j'ai commencé, j'ai jamais commencé avec ces montants-là. Je sortais des premières années, pas de salaire. Deuxième année, 12 000 euros de salaire. 1000 tous les mois. Troisième année, 15 000. Quatrième année, 18 000. Cinquième année, 24 000. Cinquième année, 24 000. Septième année, c'est là où j'ai commencé à sortir 45, 50 et je suis monté. Mais au début, je veux que vous preniez en dessous de 30 000 euros de salaire, en dessous de 25 000 euros de salaire, parce que c'est là où les tranches d'imposition sont les plus faibles. Donc, un peu de salaire, un peu de tantième, un peu de dividende, un peu de ça, un peu de ça, ça devient intéressant. Ensuite, les tantièmes. Les tantièmes, qu'est-ce que c'est? Ce sont un salaire. Si vous êtes vous l'administrateur, on donne les tantièmes seulement pour les administrateurs des entreprises. OK? Donc, vraiment, pour comprendre un peu ce que c'est les tantièmes, je vais peut-être dessiner ça. Donc, les tantièmes, c'est quoi? Imaginons votre année fiscale, elle commence le 1er janvier ici 2024. Attention à vos crayons. 2024 et elle se termine décembre 2024. Donc, ça, c'est l'année un peu 2024. Ça, c'est société. Et la société, l'année fiscale 2025. Donc, en vrai, pour vous, vous avez tous les mois, vous prenez des salaires. Mais il ne faut pas dépasser peut-être les 30 000 euros de salaire. Ce qui se passe ici, c'est que l'année d'après, 6 mois après, vous allez faire l'assemblée générale. Vous allez faire l'assemblée générale. Faites attention à ce que vous écrivez. Non, comme ça, c'est fait. Allez. Donc, vous allez faire une assemblée générale et vous allez décider si vous allez distribuer des dividendes ou vous allez donner des tantièmes seulement aux administrateurs. On donne des tantièmes seulement aux administrateurs. Donc, les tantièmes, ce sont un salaire. Si vous êtes, vous, administrateur de cette société et vous prenez des salaires, ben, ce que vous allez faire en 2025, vous allez vous octroyer aussi un salaire qui s'appelle tantième,
qui va être déduit de la société de l'année d'avant, comme en fait, c'est comme si c'était des frais. C'est-à-dire, imaginons, vous avez fait 100 000 euros de bénéfice, vous allez sortir 20 000 de tantième, ben, il va vous rester 80 000 de bénéfices sur lesquels vous allez subir l'impôt des sociétés. Donc, c'est comme un salaire qui sort dans les frais, mais vous vous êtes octroyé cet argent-là en 2025, alors que vous pouvez le déduire, les 20 000 que vous êtes octroyé, vous pouvez le déduire de l'année N-1 dans la société. Donc, cette année, je prends un salaire et je le complète avec un petit peu de tantième l'année prochaine. Et vous, en tant que privé, vous avez pris 20 000 ici ou 30 000, eh ben, vous allez déclarer vous-même les impôts à la N plus 1. Par contre, c'est déduit de la société à la N-1. C'est ça que ça veut dire les tantièmes. Donc, qu'est-ce que je fais moi? Je prends un petit peu de salaire, un petit peu de tantième, OK? Donc, vous octroyez tantième. Et que quand je prends des tantièmes ici, je prends plus de salaire cette année 2025. C'est ça l'avantage. Donc, je me suis octroyé des salaires ici. Et en plus, je me suis octroyé des tantièmes qui viennent d'ici aussi. Donc, dans cette année, je ne prends pas de salaire. Comme ça, ma courbe d'accumulation, vu que je ne la pense pas de salaire, elle est encore meilleure. Elle s'améliore. Donc, cette année, ça me permet d'accumuler plus si j'octroie des tantièmes au lieu de salaire tous les mois. Parce que les tantièmes que j'ai pris cette année, ça ne vient pas de cette année fiscale. Ça vient de l'année fiscale de celle d'avant. Voilà, j'espère que c'est un peu clair pour vous. Donc, je m'octroie un peu de salaire, un peu de tantième. Les dividendes. Les dividendes, là, souvent, vous avez été taxé 25% impôt des sociétés, mais vous pouvez distribuer en payant 30% de précompte mobilier. Mais ça revient moins cher de distribuer des dividendes que que prendre un salaire. OK? Mais ce qu'on va faire, nous, on va prendre un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, et vous allez voir, ça cumule des dizaines de milliers d'euros. Et les dividendes, si vous ne faites rien et vous prenez l'argent tout de suite, vous allez payer le précompte mobilier de 30%. Mais il existe d'autres systèmes qui s'appellent le VVP bis et le VVP terre ou ce qu'on appelle la réserve de liquidation. Et ça, c'est des choses un peu très simples à faire. C'est que, allez, si vous avez, il y a des petites conditions, mais la plupart des petites entreprises ont ces conditions-là. C'est que vous attendez 2 ans, vous dites, tiens, je vais m'octroyer un salaire, un dividende, mais au lieu de les prendre tout de suite, tu attends 2 ans, ça s'appelle le VVP bis, et tu récupères les dividendes en payant 15% au lieu de 30%. Donc, c'est beaucoup plus avantageux de sortir moins taxé que le salaire. Ou tu attends avec le VPR tel 5 ans et tu payes à peu près, tu vas payer 10 tout de suite et 4 après, donc aux alentours de 13%. Mais attendre 5 ans pour gagner que 2%, je préfère le VPR bis. Donc, si vous voulez distribuer des dividendes, dites à votre comptable, je veux faire activer le VVP bis. Ils vous disent, OK, on va mettre ça de côté et dans 2 ans, tu peux sortir cet argent à moins taxé. Good. La vente de vos actions. Si vous vendez une partie, imaginons votre entreprise, elle vaut 1 million et vous vendez 10% à quelqu'un, ben vous avez 100 000 euros net d'impôt. Ben ça, par exemple, ce que je fais, moi, je prends ces 100 000 et je vais mettre ça comme apport pour acheter des immeubles en privé à 400, 500 000. Et j'ai des loyers nets d'impôt qui tombent tous les mois. Donc ça, c'est un excellent moyen de sortir l'argent de sa société sans taxer. Les droits d'auteur, magnifique. Vous avez devant vous ici un workbook. Vous avez vu les avis, vous avez vu les PDF, vous avez vu les sites web, vous avez vu les présentations PowerPoint qu'on fait, les PDF, les livres que j'écris. Tout ça vous permet d'avoir des droits d'auteur. Alors, avant, tout chef d'entreprise, il s'octroyait des droits d'auteur. Maintenant, ils ont trouvé qu'il y a des gens qui exagéraient. Ils faisaient un site web, ils disaient je veux prendre des droits d'auteur parce que j'ai un site web. Ça ne veut pas dire que c'est aujourd'hui on ne peut plus prendre des droits d'auteur. On peut prendre des droits d'auteur et c'est beaucoup moins taxé que le salaire, mais il y a des conditions. Donc, il faut que vous parliez avec un peu, on a des avocats fiscalistes pour ça qui regardent votre situation. Ils vous disent, écoute, peut-être toi, c'est exagéré de prendre 10% de ton chiffre d'affaires comme droit d'auteur.
Mais vu que tu fais des présentations PowerPoint, si tu fais quelque chose un peu créatif comme le fichier Excel, les outils, tu fais des présentations PowerPoint, tu fais des pubs Facebook, tu écris des e-books, tu fais des trucs, bah, on peut te donner des droits d'auteur, mais moi j'estime qu'il ne faut pas dépasser 5% l'avocat et tout. Et toi, soit tu acceptes, soit pas. Soit tu dis non, je veux être sûr. Tu dis, bah, OK, on va faire un ruling fiscal. Et tu vas faire un pre-filing et ruling. Tu vas demander au fisc, voici ma situation, voici ce que je fais, à combien de pourcentage, par exemple, je peux prendre des droits d'auteur de mon chiffre d'affaires. Et comme ça, ils te répondent et tu n'auras plus besoin. Si tu te fais contrôler, bah, au moins, ils ne peuvent rien dire parce qu'ils t'ont donné l'accord préalable. Souvent, la plupart des gens, ils suivent le conseil de leur avocat. Ils disent, écoute, ça, j'ai déjà défendu des gens dans ton cas à toi. Non, si tu veux plus que ça, moi, je ne te défends pas. Moi, je te dis, ça, c'est défendable. Un peu de salaire, un peu de tantième, un peu de dividende, un peu de vente d'actions, un peu de droits d'auteur, vous avez commencé à avoir pas mal d'argent. Les les frais qui sortent de votre entreprise et qui rentrent dans votre poche. Par exemple, si vous avez une voiture en privé et vous vous déplacez chez les clients, bah, comptez le nombre de kilomètres que vous faites à Bruxelles pour aller à Charleroi, par exemple 50 kilomètres chez ce client-là ce jour-là. Retour 50 kilomètres. Ben, ce jour-là, en fait, vu que tu as utilisé ta voiture perso, tu peux réclamer des frais kilométriques. Donc, tous les mois, tu listes tout ce que tu as fait de déplacement chez les clients avec ta voiture et tu factures ça à ta société. C'est déductible dans les frais de ta société et c'est net d'impôt dans ta poche à toi. Et il y a plein de gens qui ont des anciennes voitures qui vont avec chez les clients et ils sortent quand même pas mal de cash comme ça net de leur entreprise, quoi. Et c'est déductible dans les frais. Il y a aussi les frais de représentation. Est-ce que je me présente devant vous, costume, cravate, vous allez chez le client bien habillé, vous vous déplacez chez les clients, vous êtes souvent en déplacement chez les clients, vous devez vous présenter devant des clients, ben vous pouvez prendre des frais de représentation qui varient entre 50 euros et 200 euros tous les mois en plus de votre salaire. Et c'est déductible dans les frais de votre société et c'est net pour vous. Il y a les frais de déplacement à l'étranger, les frais forfaitaires et d'autres frais, téléphone, car wash et ainsi de suite, que vous pouvez sortir de votre société dans les frais et vous les octroyer net pour vous. OK? Ensuite, un autre moyen pour sortir de l'argent de sa société, et surtout après le Covid, il y a beaucoup de gens qui travaillent de plus en plus de chez eux. Ben maintenant, par exemple, ici, si je suis chez moi, j'occupe ce bureau-là pour faire cette présentation, oui ou non? Quand j'accueille parfois des clients, ils vont utiliser mon parking. À cause d'eux, je vais faire peut-être un peu le ménage un peu plus souvent. J'utilise l'Internet et l'électricité de chez moi pour travailler. Et bien, tout ça, je peux demander un loyer à ma société qui sort dans les frais de ma société. Et vous, vous devez un peu le déclarer dans votre fiche d'impôt personne physique. Mais ce n'est pas si taxé que ça. Et il y a un montant qu'il ne faut pas dépasser, sinon tu peux être requalifié. Donc, tu peux prendre un loyer, plus des frais à côté, parking, jardinage, nettoyage, électricité, gaz, qui peuvent un peu augmenter et sortir de l'argent le moins taxé possible de ta société. Autre chose, c'est ce qu'on appelle un peu les assurances groupes, les assurances pensions, les assurances vie, les EIP, les PLCI. Pour les indépendants, ils font des PLCI. Pour les chefs d'entreprise, ils font des EIP. Ben, qu'est-ce que c'est que ces assurances? Les assurances groupes, c'est les employés qui ont ça. Les assurances pensions, vous pouvez le faire vous-même. Donc, ce sont des assurances que soit votre employeur il cotise, soit c'est votre société qui cotise pour vous, et vous allez les récupérer à 69 ans, à 67 ans. LOL, LOL, si vous les récupérez. OK? Ça, c'est des trucs, en fait, je sais que beaucoup de courtiers ici qui sont présents ne vont pas apprécier ce que je suis en train de dire, mais bon, c'est mieux que rien, hein, mais ce n'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure. Donc, il y a des gens qui cotisent un peu des EIP, leur société fait des EIP, des assurances, pour pouvoir les récupérer. Et donc, vous avez deux choix ici. Soit vous pouvez peut-être acheter des biens immobiliers en privé avec le régime boulette, ça veut dire vous ne payez que les intérêts. Et dans 20 ans, quand vous arrivez à votre retraite, vous allez utiliser cet argent, peut-être que vous allez récupérer pour payer votre bien, le capital de votre bien. Ça devient quand même intéressant. Je préfère utiliser l'argent comme ça que laisser pour mes 67 ans. Ou deuxièmement, si vous avez, disons, 100 000 cotisés, ben vous pouvez retirer peut-être 70 000 maintenant tout de suite. C'est votre argent, mais à condition de prouver que vous devez l'utiliser pour acheter des biens
immobilier en privé. Par exemple, personnellement, j'avais cotisé une somme, quand je travaillais aussi une fois en Suisse, j'ai cotisé une somme. Quand j'ai acheté ma résidence principale, j'ai demandé de récupérer. Ils m'ont donné 80% de cet argent, il reste toujours 20% là-bas, ils ne te donnent pas tous. Et avec ça, j'ai dû acheter du mobilier et j'ai acheté ma résidence principale. De votre côté, pareil, en fait, c'est votre argent, ils vous les prêtent et vous allez payer des petits intérêts dessus tant que vous ne l'avez pas remboursé. Mais c'est pas grave, on prend cet argent, on le met comme apport, on achète des biens immobiliers. Et j'ai jamais vu une assurance qui donne 80% de ce que tu as pu cotiser. C'est souvent 60%. Il y a quelques assurances, mais je ne connais pas les noms qui donnent 70%. Mais s'il y a des assurances qui te permettent, par exemple, ta société fait de EIP et tu sors 80% de cet argent après pour acheter des biens en privé, c'est jackpot. C'est c'est intéressant. Le 11e, c'est louer des biens immobiliers. Par exemple, ce tableau. Ce tableau, par exemple, il m'appartient en privé et je veux peut-être, j'ai un séminaire, je peux le prendre et le mettre dans la salle de séminaire et dire, tiens, je loue, moi, en tant que personne physique, je loue du mobilier à ma société et j'obtiens un truc. Je peux louer ma voiture à ma société. Donc ça devient, vous devez le déclarer dans les revenus mobiliers. C'est plus net d'impôt pour vous, mais c'est pas non plus énorme. Par exemple, vous avez un bateau et vous voulez faire des séminaires, ben, je peux mettre à disposition le bateau à ma société qui exploite le bateau pour faire ses propres séminaires, et moi, je récolte une somme. Ça, c'est si vous achetez un jour un bateau, si vous avez quelque chose de valeur, vous pouvez le louer à votre société et sortir l'argent en plus. Donc, un peu de salaire, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, et aussi bénéficier ce qu'on appelle ce qu'on appelle les avantages tout nature. Ça veut dire le PC, au lieu d'acheter un PC moi en privé, bah, c'est la société qui l'achète. Certes, je l'utilise en privé ou en société, bah, je paye un avantage tout nature tout fait. Le mobilier, une chaise, vu que c'est mon bureau chez moi, par exemple, la société peut l'acheter, la chaise, mais je dois payer, par exemple, un petit ATM. Et vous pouvez jouir des biens de votre société en payant des petits avantages tout nature. Ça devient quand même un peu intéressant au lieu de vous-même les payer. Par exemple, imaginons que vous allez visiter un bien immobilier à Cannes parce que quelqu'un a dit venez investir. Bah, prends des rendez-vous pour visiter des biens immobiliers à Cannes et combine peut-être un peu les vacances avec. You get it? Donc, au moins, ton billet d'avion, si tu as quelque chose, tu prouves que tu as été visiter des biens immobiliers et tu es vraiment allé à la base là-bas, mais rien ne t'empêche de rester quelques jours de plus. OK? Donc, le billet, même si tu es resté quelques jours en plus pour le loisir, le billet, tu peux le déduire dans tes frais. Et donc, tu peux utiliser parfois ta société pour ton PC, pour ton GSM, pour le carburant. Ta voiture, tu l'utilises, elle est payée par ta société, le carburant par ta société, mais parfois tu utilises ça en privé aussi. Donc tu payes un avantage tout nature sur les frais de voiture et des carburants. OK? Et les deux meilleurs pour sortir l'argent de sa société, c'est les suivants. Donc le compte courant et les emprunts. C'est là où vous devez être attentif, puis on va faire une grande pause. Donc, le compte courant. Donc, personnellement, si j'ai besoin, par exemple, d'une petite somme, je veux offrir un cadeau. OK, je vais offrir un cadeau. Madame, elle veut les bijoux. Elle a vu les bijoux, elle a flashé. Tu dis, tiens, si j'offre ça, au moins je suis tranquille pendant un an. Elle me laisse tranquille. Au moins, je peux partir voir mes potes, m'amuser, rentrer tard le soir et tout. Elle ne va pas me casser les couilles. Du coup, tu dis, tiens, mais 20 000 euros, je n'ai pas envie de travailler dur pour les avoir. Je vais envie de travailler intelligemment pour les avoir. Ben, je vais regarder un peu mon société. Je vais regarder mes comptes. Je regarde, j'ouvre mon application et je vois que dans ma société, j'ai 250 000 d'argent. Je regarde en privé, j'ai que 15 000 euros d'argent dans mon privé. Donc j'ouvre mes comptes. En privé, je suis pauvre, on va dire, niveau trésorerie. En société, c'est elle qui a l'argent. Donc qu'est-ce que je fais? Imaginons, je sais pas, on est ici janvier, février, mars. Imaginons, on est en mars. Qu'est-ce que je fais? Ben, je fais un virement
de, je ne sais pas, 100 000 et j'écris avance, compte courant. Donc, j'ai avancé, ma société a avancé à moi de l'argent en compte courant. Donc, ici, ça va devenir, j'ai 150 000 la minute après. Ici, j'ai 115 000 maintenant en privé. Mais ces 100 000 ne sont pas à moi, ils sont à ma société. Mais elle me les a avancés. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, souvent, j'utilise ça pour faire des petites quelque chose achat-revend. Imaginons, j'ai un ami, il m'a dit, par exemple, j'ai un ami là qui m'a dit, Danny, j'ai trouvé une Mercedes de dingue. Franchement, elle est à, regarde à combien elle se vend en ligne. Disons, elle se vend à 100 000 la moindre, mais le gars, il est pressé, il est pas bien, il est prêt à la vendre maintenant à 60 000. Si tu as 60 000, tu l'achètes, on attend un petit peu, on la revend, on fait une pub. Tu dis, écoute, c'est une bonne affaire, mais j'ai pas l'argent en privé. J'avance l'argent de ma société. Maintenant, j'ai de l'argent en privé. Je paye 60 000, j'achète la voiture. Et en fait, j'attends 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. Donc, on est en avril, mai, juin, juillet, août, septembre, en septembre. Donc, en septembre, je l'ai revendu à 100 000. Je vais payer une petite plus-value. Je vais payer une petite plus-value, revenu divers. Je vais payer, disons, 10 000. Disons 10 000. Je donne un exemple. Je donne un exemple, ok? Donc, je n'ai pas fait le calcul correctement. Donc, sur les 100 000, je paye 10 000 à l'État. Et en fait, j'ai fait une plus-value nette pour moi de combien? Ici, j'ai fait 40 000. Sur les 40 000, il y a 10 000 à l'État. Donc, il va me rester 30 000. Qu'est-ce que je fais? Une fois j'ai récupéré l'argent, ben maintenant, je refais un virement en septembre, avant la fin de l'année fiscale, qui est en décembre, de 100 000 et j'écris remboursement du compte courant. Et donc, avec les 100 000 qui restaient dans ma trésorerie, vous voyez comment l'argent l'argent, il est là pour circuler, pas pour laisser sur les comptes et le regarder. Ça, c'est les losers. Savers are losers. Ceux qui regardent leur compte bancaire grandir et tout, c'est des losers. L'argent est là pour circuler, pour travailler dedans. Donc, vous avez vu, j'ai fait une petite quelque chose achat-revend. J'ai acheté un container en Chine, je l'ai vendu dans les 3, 4 mois. Ou carrément, j'ai acheté un studio ici, j'ai fait de la rénovation et je l'ai retapé, je l'ai revendu à le 11, le 11e mois. Pareil, j'ai récupéré l'argent, je rembourse. Donc, je rembourse mes 100 000 et ici, maintenant, j'ai mes 15 000 plus les 30 000 en plus. Et bien, ces 30 000, je vais acheter le cadeau. J'ai rien fait. Travailler intelligemment. J'achète le cadeau avec fierté. Je rentre dans le magasin, je dis donne-moi le meilleur cadeau. 30 000, j'achète. Bam. Et tu sors. Et tu offres ça et tu es le roi. Tu es le king. Tu n'as pas utilisé ton salaire pour ça. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un peu les avances en contrôle. Alors, on peut faire la même chose. La meilleure pour sortir l'argent de la société. Là, j'ai sorti de l'argent presque pas taxé. Bon, j'ai subi une petite taxe ici sur la plus-value, mais presque pas taxé, qui m'a permis, avec de l'argent, j'ai créé de l'argent, même si je suis taxé. Mais j'ai pas baissé 30, j'ai pas pris 60 000 de salaire ici, donc j'ai 190 pour être taxé, il me reste 30 000 et donner ça un cadeau à un enfant. Ça, c'est les gens qui ne sont pas éduqués financièrement qui font ça. Je suis en train de montrer comment sortir l'argent, comment basculer en fait en aérolooping de société en privé. Maintenant, Dani, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est acheter des biens immobiliers, moi. Je sais pas pour offrir des cadeaux. Good. Donc, là, j'ai 250 000. Ici, j'ai 15 000. Et j'ai trouvé un super bien immobilier en privé, mais il me faut 100 000 d'apport. La banque me donne 400 000 d'apport. Et donc, c'est un excellent bien. Il ramène pas mal de revenus passifs. J'ai trouvé une affaire de dingue, mais j'ai pas l'argent. On a dit l'argent n'est jamais un souci. Si c'est pas les amis qui vous prêtent, ben vous regardez votre société. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez pas l'argent, mais vous voulez acheter absolument ce bien en privé, pas en société. Donc, vous allez faire la même chose. Vous allez faire une convention de prêt. Là-haut, il n'y a pas de convention de prêt. J'ai juste fait le virement directement. Virement. Ici, je fais une convention de prêt. Je dis, la société A va prêter à monsieur B 100 000 euros
pendant 7 ans et elle va payer que 4% d'intérêt payable une fois par an. Et à la fin de 7 ans, il doit rembourser les 100 000. Et donc, vous payez 4 000 euros par an. 4 000 la deuxième année, 4 000 la troisième année, 4 000 la quatrième année, jusqu'à la septième année. La septième année, ce qui se passe, c'est que soit vous renouvelez le prêt, soit vous devez rembourser les 100 000. Donc, vous faites ça. Toi, l'administrateur, tu signes cette convention. Toi, tu signes cette convention et tu fais un virement de là à là et tu l'appelles prêt, voire convention. F. Voire convention F. Et bien là, du jour au lendemain, tu prends ces 100 000, tu achètes ce bien. Mais maintenant, attention, tu dois rembourser les mensualités de crédit de la banque et tu dois rembourser les intérêts à ta société que tu as pris les 100 000. Mais tu dois t'assurer que tu as des revenus passifs en privé. Tu comprends? Et peut-être dans 6 ans, tu revends ça, tu récupères les 100 000 et tu le redonnes à ta société. Et tu as fait de l'argent sans argent. Excellent. Donc ça, ce sont les 11 moyens. Je vous ai donné 11 moyens, 11 moyens, parmi lesquels le compte courant et les emprunts des réserves. Alors, le compte courant, si par hasard, vous n'avez pas réussi à revendre avant la fin d'année fiscale, ben vous allez payer que 4,5-5%. Donc, sur les 100 000 que vous avez empruntés, vous allez payer 5 000 à l'État. Et vous pouvez encore tenir un an pour le rembourser. En France, vous ne pouvez pas faire ça. À la fin de l'année, si votre compte courant n'a pas été remboursé, le comptable va le considérer comme si vous avez pris un salaire et vous êtes taxé au maximum. En Belgique, on peut avoir un compte courant négatif pendant des années. OK? Donc, ce que je viens de vous donner comme looping, je viens de vous expliquer un peu comment sortir l'argent de sa société pour aller en privé dans ce sens-là. Je vous ai donné 11 astuces. Et ici, quand vous commencez à cocher les critères, plusieurs critères de requalification, vous allez basculer et vous faites du looping en une société en privé. Est-ce que vous avez en main, mes chers amis, du contenu, des aha moments que beaucoup de gens, ils viennent me voir après des 5, 6, 7 ans, ils me disent, Danny, je donne chaud, je m'assois avec mes fiscalistes, mes avocats, avec ton tableau ici, je leur donne chaud. C'est moi qui leur dis ce qu'ils doivent faire. Et ils commencent à me dire, faites des holdings en offshore et tout. Je dis, pourquoi? Il y a encore mieux, la baleine. Il y a ça, il y a ci, il y a ça. Donc, ça ne sert à rien d'aller faire des sociétés, je ne sais plus où, pour éviter je ne sais pas quoi. Si vous êtes éduqué financièrement, vous êtes dans le pays le plus intéressant fiscalement en Belgique. Vive le roi, vive la Belgique. C'est le seul truc qui me garde en Belgique. Sinon, je serais dans un pays. Bon, en fait, c'est pas le seul truc. En fait, je me considère pas que habitant dans un seul pays. En fait, ma vie, c'est 3 mois par là, 3 mois par là, 3 mois par là, et ça va être comme ça tout le temps. Je suis pas un pays fixe, mais un pays fixe pour mes affaires, c'est la Belgique. C'est l'un des pays les plus intéressants fiscalement en Europe. En fait, la Belgique, c'est encore un peu libéral par rapport à la France. La France, c'est limite du communisme bientôt. OK? C'est magnifique. Quand vous voyez la fiscalité, on adore les nuages en Belgique. Tu commences à aimer le temps en Belgique. Et des gens ils disent, ah, il pleut tout le temps, il fait froid. Nanana. J'adore la Belgique. Vous devez adorer la Belgique. Allez, good. Donc ici, pour terminer cette partie, l'équipe de Mind vous a préparé des beaux tableaux récapitulatifs en mode en personne physique, comment on est taxé. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question. En personne physique, si vous achetez une habitation, si vous achetez un commerce, entrepôt ou bureau, box de parking ou terrain, c'est des taxations différentes. À l'achat, qu'est-ce que vous payez? À l'exploitation, si vous le gardez, qu'est-ce que vous payez? Si vous revendez, qu'est-ce que vous payez? Et si vous décédez, qu'est-ce que vous payez? Donc l'habitation, si vous achetez neuf, vous allez payer 21% de TVA. Si vous achetez occasion, bah en Flandre, vous allez payer 12. En Wallonie et Bruxelles, 12,5. OK? À l'exploitation, bah, si vous louez le bien,
Ben, c'est presque exonéré d'impôt. En fait, ce qui va se passer, vous allez calculer le revenu cadastral indexé fois 1,4 et ça va se rajouter sur votre base imposable et ce montant-là va se faire taxer en fonction de où tu trouves sur l'échelle des revenus professionnels. Et tous les ans, tu vas payer une taxe foncière, on appelle ça le précompte immobilier, qui est calculé en fonction de revenus cadastral. À la revente, si tu revends en dessous de 5 ans, 16,5. Si tu attends 5 ans, c'est 0%. Si tu en les 2 ans, merci, on peut restituer des droits d'enregistrement. Et à la succession, tu as aussi 30. Donc, vous l'avez compris, il faut un pot de vaseline. Peu importe ce que vous faites. À l'achat, vous êtes taxé. À l'exploitation, vous êtes taxé. À la revente, vous êtes taxé. À la succession. Et je ne suis pas contre les taxes. Je suis le premier à dire que je ne suis pas contre les taxes, à condition qu'on ait un peu des personnes qui gèrent correctement les taxes. Tu vois? Donc, on a une éducation gratuite, on est dans un pays civilisé, il y a de la sécurité, on peut accéder à des hôpitaux de qualité, il n'y a pas de guerre, c'est stable. Écoute, ça justifie les taxes. OK? Mais quand tous les 4 ans, on taxe plus, on taxe plus, on taxe plus, on taxe plus, j'ai l'impression que déjà, vous êtes en train de fuir tous les gens qui créent de l'emploi dans ce pays. C'est un homme riche, indépendant financièrement, il dit, attends, ils m'ont mis un, ben je pars. J'irai chercher des avantages ailleurs. C'est comme ça qu'ont réfléchissent les gens riches. Et je ne veux plus créer d'emplois. En fait, ce qui sauve l'État, c'est la création d'emplois et la création du logement. Et qui, à part vous, que vous allez créer du logement et de l'emploi. Donc, c'est normal que vous soyez un peu plus en mode, vous n'avez pas envie de payer beaucoup de taxes. Et je peux comprendre que les taxes, c'est important. Mais quand c'est mal géré, quand il y a des taxes qui rentrent de partout, à la TVA, à tout, à chaque achat, vous prenez 12,5%, c'est énorme. Et que derrière, il y a toujours des déficits, c'est mal géré, ça c'est normal. Parce que ce n'est pas des entrepreneurs qu'on vote pour eux. Ce pas des entrepreneurs. Ils n'ont jamais géré une entreprise. Ils ne savent pas gérer leur budget à la maison financier. Comment ils peuvent gérer le budget d'un État? C'est pareil. C'est tout rentre dans un bol. Et puis, il y a une partie qui doit partir à l'éducation, une partie R&D, une partie au militaire, qui est énorme d'ailleurs, qu'on peut peut-être parfois la réduire. Mais bon, il faut qu'on soit toujours prêt pour la guerre. Et une partie des subsides. Et une partie revient vers vous, des subsides pour les entrepreneurs, des subsides pour les jeunes entrepreneurs, des aides pour l'emploi. C'est pas mal. Mais il faut quelqu'un qui réfléchit en mode chef d'entreprise. Qu'est-ce que je peux baisser? Qu'est-ce que je peux améliorer? La gestion, améliorer la gestion. Et on devient le pays le plus intéressant fiscalement. Donc ça, c'est la taxation en personnes physiques. Ça, ce sont un tableau récapitulatif des abattements pour acheter votre résidence principale. Donc, à Bruxelles, voici les conditions. En Flandre, voici les conditions. Pardon, ici, en Wallonie, depuis 2025, ils ont changé ça. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être changé. Donc, allez sur Internet et cherchez un peu la nouvelle législation, parce que ça change tous les 2, 3 ans. Ok, à chaque nouveau gouvernement, il change un peu les abattements. Mais maintenant, en Wallonie, ça devient super intéressant. Vous ne payez, ça ressemble en Flandre, ça ressemble à la Flandre. Taxation en société. Donc maintenant, si vous êtes en société, peu importe ce que vous achetez, on ne différencie plus. Tout est de la même manière. À l'achat, vous payez la même chose. À l'exploitation, les loyers vont subir l'impôt des sociétés. Il y a toujours la taxe foncière. À la revente, il y a la taxation de la plus-value comptable, sauf si vous réinvestissez cet argent dans les 5 ans. Et à la succession, là, c'est beaucoup plus facile de donner. Il y aura des taxes, mais beaucoup moins que si vous donnez l'immobilier. OK? Et pour terminer, l'achat d'une résidence principale en privé ou capital, c'est des exercices. Je vous ai préparé des exercices. Donc, vous achetez un bien à 300 000 à Bruxelles. Les droits d'enregistrement, la taxe à l'État, c'est 12,5. Et les honoraires du notaire et les frais de recherche, 2,5%. Donc, en total, 15%. Quel est le coût total de l'achat de ce bien? Combien ça va vous coûter? Donc, c'est 300 000 fois 1,15, parce que plus 15% en plus. Donc 15%, ça fait 45 000. Donc le coût total de l'achat égale à
regardez, vous avez la réponse qui se trouve juste en bas. 300 000, ça fait 345 000. OK? Donc ensuite, vous avez l'abattement. Vous avez l'abattement. Bah, calculez le coût total après abattement. Bah, l'abattement à Bruxelles est de 25 000. Donc au lieu de payer 345, on a un abattement, on a moins 25 000 de l'État. Donc on va avoir 345 moins 25, ça fait 320 000. Vous avez la réponse qui se trouve ici. Ensuite, grâce à l'abattement, vous avez économisé combien d'ailleurs? Ben, on a économisé 25 000 euros. OK? Vous avez les réponses. D'accord? Donc, ensuite, il y a pas mal d'exercices de ce style et à chaque fois, je vous ai laissé les réponses ici. Est-ce que vous allez les répéter? Est-ce que vous allez les faire d'ailleurs? Je pose toujours la question, est-ce que vous allez le faire? Et tout le monde dans la salle lève la main, yes, en rentrant, on va le faire. Et je dis lol. Je dis, Danny, pourquoi tu dis lol? Je te dis qu'on va le faire. Je dis, guys, sur les 1000 personnes qui m'ont dit qu'ils vont le faire, il n'y a que 3 qui m'ont envoyé des messages parce que j'ai laissé une, deux petites erreurs faciles à détecter. Je leur ai dit, sur les 1000 qui m'ont dit qu'ils allaient regarder, faire les exercices chez eux, il n'y a que 3 qui m'ont envoyé en mode, Danny, j'ai fait les exercices et j'ai trouvé qu'ici, il faut corriger ça et ça et ça et ça. Et ces gens-là, je les invite sur le bateau ou je les invite à des séminaires gratuits chez moi parce ils ont un désir ardent. Ils sont motivés. Au lieu de taper du Netflix, faites les exercices. C'est comme ça que vous apprenez. Il y a toutes les réponses. Ne trichez pas, essayez de le faire par vous-même, basé sur le workbook que vous avez ici.